je me permets de vous présenter M. Jean Tirole, à qui je souhaite la bienvenue au lycée aujourd'hui. On va avoir un échange. Alors, je ne vais pas faire une présentation plus longue puisque ça fait partie du travail des élèves. Il va y avoir un premier temps de présentation, puis un temps d'échange après avec l'auditoire. Souhaitiez-vous parler avec un micro Peut-être, parce que je parle de trop après. D'accord. Merci. Merci d'être venu. Merci. Ladies and gentlemen, classmates, it is with great honor and privilege that we stand before you today to welcome our very special guest, Mr. Jean Tirole. Jean Tirole is undoubtedly one of the most influential economists of our time, but he is also a best-selling author, an esteemed professor, and has been awarded some of the most prestigious prizes for his contributions, groundbreaking contributions to the field of economics around the world. Born and raised in France, our guest has received degrees from the most renowned schools, acquiring an engineering degree from the École Polytechnique and from the École Nationale des Ponts et Chaussées, a master's degree from Paris Dauphine, and later pursuing his studies in the United States, acquiring a degree in economics at the Massachusetts Institute of Technology. So, Professor Jean Tirole has won the Nobel Prize of Economics in 2014 based on his game theory and multiple other theories. He has also published multiple books on economics, one of them being L'économie du bien commun, which he published in 2016, which summarizes his Nobel Prize-winning work on the game theory. And it touches upon the subjects of the regulations of the industry and also the antitrust, which is the behavior of these large companies and their abuse of power, but also the regulations of the banks and multiple other sectors. So, Professor Jean Tirole, you are a member of the Conseil d'analyse économique in France since 1999. And by June, you have published with Professor Olivier Blanchard Les Grands Défis Économiques, in which you focus mainly on the economic aspects of global warming, the fight against inequality in France, and retirement pensions in France. So this book was especially requested by the President of the French Republic, Emmanuel Macron, and you managed to propose solutions and reforms such as pushing back the legal age of retirement in France, and also putting taxes on the heirs and not the donors, and putting carbon taxes. And so to finish, ladies and gentlemen, please let's applaud for Professor Jackson. Thanks for your very kind words. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur, et toute l'équipe de CEFIPRA pour l'invitation ici. Et je suis très heureux de vous rencontrer. Merci de me recevoir. Je vais parler un petit peu de comment je suis devenu un économiste, parce que je ne sais pas, à votre âge, je n'avais aucune idée de ce qu'était l'économie. Et je ne voulais pas particulièrement devenir un économiste. Donc je vais vous parler un petit peu de ça. Un peu qu'est-ce qu'on fait quand on est un économiste, et aussi un petit peu parler effectivement du rapport dont vous avez parlé, quelques éléments. Et si je suis trop bavard, vous m'interrompez, hein, vous n'hésitez pas à m'interrompre si je suis trop bavard, bien sûr. Voilà, donc, à moins que vous ayez des questions, peut-être on va commencer un petit peu. Donc, si vous voulez, moi quand j'étais au lycée, dans mon cas, j'étais au lycée de Troyes, qui est une ville en Champagne. J'aimais bien les mathématiques, j'aimais bien les sciences sociales. Je ne connaissais pas du tout l'économie, donc je m'intéressais à l'histoire, à la philosophie. Et j'ai fait des études après de mathématiques et de physique, enfin, surtout de mathématiques et d'ingénierie. Et finalement, bon,
je ne savais pas trop ce que je faisais. Il y avait des tas de choses qui me passionnaient, et des tas de choses passionnantes. Et puis j'ai découvert l'économie, mais sur le tard, vers 21 ou 22 ans. C'était l'avantage évidemment d'avoir une formation qui laissait pas mal de flexibilité. Et donc j'ai découvert le côté de l'économie qui me passionnait. C'est quelque chose. Il y a la rigueur des mathématiques, mais il y a aussi le côté humain des sciences sociales et humaines. Donc ça m'a tout de suite assez plu. J'ai découvert dans l'économie finalement une fenêtre sur le monde, un début de réponse à des tas de questions que je me posais naturellement, mais je n'avais pas de façon d'y penser. Et puis aussi une discipline assez importante pour la politique économique. Et ça, c'est vraiment important. Alors j'ai choisi, après de devenir chercheur, donc après mon doctorat au MIT, et la profession de chercheur est une profession absolument merveilleuse. Faut aimer, hein, c'est un peu spécial, mais c'est vraiment merveilleux. Moi aujourd'hui, je me lève tous les matins, je suis toujours content d'aller au travail. Je me dis que je vais collaborer avec des étudiants et d'autres chercheurs à Toulouse, à travers le monde. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux. Alors, vous connaissez sans doute Henri Poincaré, qui est un grand scientifique français de la fin du 19e, début du 20e. La pensée n'est qu'un éclair au milieu d'une longue nuit, et c'est cet éclair qui est tout. Et c'est vrai que la recherche, il y a des moments très difficiles où on ne trouve rien. Et puis après, tout d'un coup, on comprend quelque chose, et tout se simplifie. Et c'est un moment assez magique, je veux dire. Mais en fait, si j'ai fait de l'économie, c'est pour autre chose, je pense. Et c'est le côté justement de la possibilité d'intervenir sur la politique économique à travers des interventions, que ce soit auprès d'entreprises ou travailler en entreprise. Ça peut être, comme je le faisais avant, travailler avec des banques centrales ou des autorités de la concurrence, avec des ministères, ou écrire des rapports comme celui que nous avons écrit pour le président Macron. Peu importe, c'est intervenir, donner son avis, créer une boîte à outils qui permet de réfléchir. Nous ne sommes pas les décideurs. Ce n'est pas notre rôle de chercheur d'être des décideurs, mais c'est important de créer cette boîte à outils qu'on peut partager avec les autres. Donc c'était assez important pour moi de comprendre un petit peu comment faire et de concevoir des politiques qui alignent les intérêts personnels avec le bien commun. Souvent, nos intérêts personnels ne sont pas les mêmes que les intérêts collectifs, que ce soit les intérêts des individus, vous et moi, mais aussi les intérêts des entreprises, des banques, les intérêts des gouvernements, les intérêts des nations, souvent sont différents des intérêts collectifs du bien commun. Et donc, essayer de comprendre comment la politique économique peut en fait changer nos comportements. Alors c'est vrai, de façon la plus évidente, on en reparlera par la suite, pour ce qui est du réchauffement climatique. On émet beaucoup trop de carbone, mais évidemment, individuellement, on s'en fiche un petit peu, entre guillemets, pas complètement, mais c'est vrai que c'est plus pratique si on a envie d'émettre du carbone. On ne veut pas émettre du carbone pour émettre du carbone, mais c'est sûr qu'on devrait faire un peu plus d'efforts à droite à gauche pour émettre moins de carbone. Et malheureusement, 30 ans après le sommet de Rio, on est toujours dans une situation un peu stationnaire, malheureusement, donc on est très en retard sur tout ce qui est lutte contre le réchauffement climatique. Mais il y a évidemment les individus, il y a les entreprises qui polluent trop, il y a les nations, les États qui parfois ne défendent pas toujours le bien commun. De nouveau, le problème du réchauffement climatique, le problème parfois de l'éducation qui est insuffisante, l'accumulation des dettes, je pourrais décrire beaucoup d'autres choses. Et puis les nations, parce que les nations sont souveraines. Évidemment, tous les pays, à des degrés divers, défendent les intérêts de leurs propres citoyens, et souvent de façon excessive. Et parfois, d'ailleurs, dans l'intérêt des gouvernants. Les guerres, c'est un exemple typique, souvent ça bénéficie aux gouvernants, mais pas du tout, évidemment, aux citoyens. Donc il y a une question de souveraineté des pays qui pose problème dans de nombreux domaines, que
ce soit évidemment le réchauffement climatique, les guerres, la réglementation prudentielle des entreprises ou des banques, un certain nombre d'autres choses qui rendent les choses compliquées. Donc nous, économistes, notre rôle, c'est d'essayer de comprendre ces phénomènes et d'offrir de la politique économique et des institutions qui pourraient peut-être améliorer les choses. Vous me dites si je parle trop vite, hein, je peux parler trop vite aussi, donc vous me dites. Voilà. Donc les problèmes, c'est les problèmes d'externalité. Clairement, par exemple, quand on émet du carbone, c'est une externalité sur le monde entier et les générations futures. Les internalités, c'est peut-être quelque chose qui est moins familier pour vous. Les internalités, c'est comme des externalités sur soi-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément dans le sens de ses propres intérêts. C'est-à-dire que, par exemple, quand on boit trop, on prend des drogues, on regarde trop la télé au lieu de travailler, si on, par exemple, si on n'épargne pas assez, enfin, il y a des tas de... Alors, c'est des choses qui améliorent notre condition dans les médias, et finalement se retournent contre nous par la suite. Et donc, après, on peut le regretter. Donc, des internalités, c'est des externalités qu'on exerce sur nos incarnations futures. Les inégalités, qui est un gros problème de notre temps aussi. Et puis il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles nous à Toulouse avons beaucoup travaillé, à savoir l'information asymétrique et donc toutes les régulations qui vont avec. Donc vous avez des entreprises, des banques qui ont beaucoup plus d'informations que vous. Et donc ça pose problème un petit peu. Vous achetez des produits, vous déposez votre argent à une banque et vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer après. Il y a le pouvoir de marché qui est effectivement le droit de la concurrence et la régulation des entreprises dites au monopole naturel, un peu les entreprises d'électricité, de chemin de fer, etc. Donc on a un petit peu on a toutes ces défaillances de marché. Je suis un partisan du marché, pour être très clair, parce que le marché a des vertus allocatives pour allouer les ressources rares qui sont assez extraordinaires. C'est un mécanisme extrêmement simple. Mais en même temps, il y a énormément de défaillances de marché. C'est là que l'État intervient, puisque c'est normalement à l'État de corriger ces défaillances de marché. Alors malheureusement, l'État est lui-même aussi souvent défaillant, qui pose des tas de problèmes, y compris notre devoir moral en tant que citoyen, notre responsabilité sociale, puisque si l'État ne fait pas ce qu'il faut, il bien qu'il y en a d'autres qui essaient de le faire. Mais disons que dans un mécanisme normal, ce serait l'État qui s'occuperait des défaillances de marché. Donc il y a un peu cette vision. Alors, ma carrière, je peux peut-être parler, j'espère que je ne serai pas immodeste, un peu de ma carrière, mais donc je l'ai dit, j'ai fait des études plutôt scientifiques, et après je me suis tourné vers l'économie, parce que ça me passionnait. J'ai été au MIT, qui est un endroit merveilleux pour l'économie. Et puis je me suis dit, peut-être que rentrer en France, ça serait peut-être une bonne idée. Et j'ai trouvé à Toulouse effectivement un centre où on a pu effectivement développer de l'enseignement et de la recherche de très très haut niveau. Il n'y a pas que Toulouse en France, hein. Il y a maintenant quelques centres de très très haut niveau qui n'étaient pas là il y a 30 ou 40 ans. Et il faut savoir que si vous voulez faire de l'économie, évidemment, vous serez les bienvenus, et en particulier à Toulouse, à la Toulouse School of Economics. L'enseignement se fait en master et en doctorat en anglais, en licence plutôt en français, mais on a aussi des cours en anglais. On essaie effectivement d'attirer les étudiants étrangers, et c'est très très important pour nous. Mais donc on a fait beaucoup d'efforts, je dis nous au sens très large, hein. On a fait beaucoup d'efforts pour créer des formations qui soient au niveau des grandes formations en sciences ou en mathématiques ou d'autres en France. Et là, on peut trouver des formations extrêmement intéressantes. Alors, je vous conseillerais de bien vous renseigner auprès de vos enseignants, auprès des personnes qui sont en France. Parce que tout n'est pas égal, bien sûr. Il faut bien se rendre compte que toutes les formations ne se valent pas en France. Donc, il faut aussi bien se renseigner, bien savoir. Mais vous avez en France quand même une offre de formation de haut niveau très intéressante.
un peu à tous les niveaux, quoi. Donc voilà, une petite publicité pour mon pays, mais voilà, on essaie d'avoir une formation qui soit vraiment au niveau des grandes universités mondiales. Voilà, donc il y a de nombreux défis, ça je ne vais pas vous l'apprendre. Hein. Si un jour vous voulez devenir économiste, peut-être quelques-uns d'entre vous deviendront économistes. Il y a des défis qui sont passionnants. Alors, il y a des défis au niveau de l'entreprise, il y a des défis, là, c'est comment sauver la planète, on en parlera tout à l'heure. La révolution numérique, on travaille énormément sur tout ce qui est digital. Et ce matin, je faisais un exposé sur que faire des GAFA, quel doit être le nouveau droit de la concurrence. Les systèmes financiers, ça fait en sorte qu'ils soient sains et efficaces. Et puis ça va bien au-delà de ce que vous pensez être de l'économie classique. De plus en plus, l'économie travaille avec d'autres disciplines, des sciences humaines et sociales, des sciences politiques, le droit, l'histoire, la sociologie, la psychologie, l'anthropologie. Et de fait, nous, à la Toulouse School of Economics, on a fondé un institut d'études avancées où nous travaillons justement avec des gens qui ne sont pas économistes et qui nous enrichissent. C'est très important. Mais évidemment, on touche aussi à tous les problèmes de sciences politiques. On voit qu'en ce moment, on a des problèmes avec le populisme, avec le nationalisme, qui sont en croissance depuis une dizaine d'années et qui sont assez graves. Mais effectivement, c'est aussi notre rôle de citoyen de faire en sorte que plutôt la générosité et l'ouverture, je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça, mais juste pour dire que ça fait partie des préoccupations et comment fait-on pour effectivement venir les choses. Donc il y a de nombreux défis. La profession d'économiste est très variée. Donc, vous avez des économistes qui sont en entreprise, vous avez des économistes dans les administrations, dans les banques centrales, dans les organismes multilatéraux, le Fonds monétaire, les agences de développement. Vous avez des économistes, l'économie est partout, donc automatiquement, et l'économiste universitaire fait beaucoup de choses. J'ai la chance, j'ai beaucoup de chance de faire un métier qui m'offre beaucoup de sujets. Alors de façon assez modeste, je vais parler un petit peu pour vous donner un exemple je ne vais pas entrer dans le détail, mais pour vous donner un exemple de choses que je fais en ce moment, l'année dernière, cette année, pour vous montrer la variété des sujets. Désolé de parler de mon propre exemple, mais par exemple, je viens de publier un article avec un jeune Égyptien sur la taxation et les phénomènes identitaires, comment, à partir d'un exemple très, très particulier, il y avait une taxe de capitation imposée par les musulmans dans les pays qu'ils ont conquis à partir du 7e siècle, donc après le Mohammed. Et ils ont, on regarde plutôt l'Égypte à partir de données historiques sur les papyrus, et on essaie de comprendre un petit peu comment la société a évolué et comment le système fiscal a évolué en Égypte, sachant que cette taxe de capitation, c'était vraiment, si vous vouliez rester copte par exemple, qui était une des multiples religions chrétiennes de l'époque, comment vous pouviez, si vous vouliez rester copte par exemple, il fallait payer tous les ans une taxe. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'autres exemples sur le bassin méditerranéen comme cela. Et donc, seuls évidemment les gens les plus aisés et puis aussi les plus religieux pouvaient payer cette taxe. Ça a eu des impacts à la fois sur la composition socio-économique des populations coptes et musulmanes, mais aussi sur la fiscalité, l'évolution de la fiscalité, sachant qu'il y avait d'autres formes de fiscalité. J'ai travaillé avec Emmanuel Fary sur des problèmes de stabilité financière, sur le shadow banking, ces banques qui ne sont pas régulées et qui nous font très peur parce qu'elles peuvent créer des phénomènes de panique financière. J'ai travaillé sur la notation sociale en Chine, j'ai publié sur la notation sociale en Chine, regardé un peu les mécanismes et les conséquences. En ce moment, je suis en train de travailler sur la régulation des GAFA. Je réfléchis à comment encourager avec des collègues de Toulouse, comment encourager la recherche sur les nouveaux antibiotiques, puisque nous manquons d'antibiotiques. Nous avons des antibiotiques qui aujourd'hui sont assez anciens, il y en a très peu dans le pipeline, je sais plus comment,
qui vont arriver, parce que les incitations ne sont pas là. L'économie, les incitations sont cruciales. Et donc, si les entreprises n'ont pas d'incitation à trouver de nouveaux antibiotiques, évidemment, ça pose beaucoup de problèmes. Et c'est le cas aujourd'hui. On voit la antibiorésistance, la résistance contre les antibiotiques, qui fait qu'on peut avoir des catastrophes. Alors, il y a la surconsommation, évidemment, y compris par les animaux, mais il y a aussi le fait qu'on manque d'antibiotiques quand tous les antibiotiques existants sont révélés face à des résistances. Donc, on a vraiment un enjeu très fort là. Et puis je travaille aussi à la fois avec des gens de Hong Kong et avec des Toulousains sur la vie privée, les comportements psychosociaux. Donc, c'est pour vous dire que, en fait, l'économie est partout. Et c'est très important, évidemment, que l'économie s'inspire des autres sciences humaines et sociales. On a beaucoup à apprendre de ces sciences-là. Mais aussi, c'est très diversifié. Et en économie, je pense que je suis assez diversifié, mais ça n'empêche qu'il y a plein de sujets que je ne connais pas. Alors, il faut que je fasse attention au syndrome du prix Nobel, le syndrome Nobel, parce que, effectivement, être Nobel, c'est une très grande chance. Mais les gens pensent que vous savez tout. Et donc, vous êtes interviewé sur n'importe quel sujet. Et donc, la tentation, c'est évidemment de répondre sur des sujets sur lesquels on est complètement incompétent. Donc, il faut faire aussi attention à ça. Et on apprend un petit peu un certain nombre de choses. J'ai appris un petit peu le métier ces 8 dernières années, parce que c'est en 2014 que j'ai eu le Nobel. C'est une expérience évidemment merveilleuse, mais aussi, il faut aussi un peu faire attention à certaines choses, parce qu'évidemment, on a tendance à se croire plus intelligent que les autres. À cette occasion, je pourrais peut-être vous raconter une anecdote. Juste après mon Nobel, ma mère, qui avait 90 ans à l'époque, a été interviewée par la télé, qui a dit des tas de choses. Le journaliste a dit des tas de choses merveilleuses sur moi, m'a même comparé à un génie. Et ma mère, qui était professeure de lycée, donc elle était professeure de lettres classiques, elle est décédée cet été, elle était professeure de lettres classiques, et elle a dit non, vous savez, pas du tout. C'était un élève comme les autres, et c'était très bien, elle était très très fière. Mais en même temps, pour elle, c'était important de dire, écoutez, vous m'auriez dit, j'aurais été sur ces bancs, vous m'auriez dit, vous serez prix Nobel, tu seras prix Nobel, j'aurais ri aux éclats, même quand j'avais 25 ou 30 ans, j'aurais ri aux éclats. J'ai eu la chance, bon, j'ai travaillé dur, il n'y a pas de problème. Mon épouse Nathalie, qui est derrière, qui est au fond, pourra vous en dire quelque chose. Mais soit j'ai travaillé dur, ça c'est évidemment une condition nécessaire, mais aussi être dans des bons endroits, être stimulé par les gens, être curieux, aimer son métier, c'est une grande partie de la chose. Et je pense qu'il faut que vous le sachiez, il faut que vous croyiez en vous, c'est très important. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui croyaient en moi, etc. Mais il faut croire en soi et se dire qu'on a un potentiel et je peux vous dire que, encore une fois, je n'avais rien d'exceptionnel quand j'étais sur les bancs de l'école. Donc c'est important de le savoir. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez poser des questions ou je continue comme vous préférez. Il y avait un certain nombre de questions qui avaient été prévues, on avait pensé une demi-heure d'intervention. Oui, ça y est. J'aimerais bien avoir effectivement un échange. Après. Les questions après, d'accord. Donc, je vais aller très rapidement sur le rapport avec Olivier Blanchard. Donc, Emmanuel Macron nous a demandé, avec Olivier Blanchard, de réfléchir à un rapport qui soit pas seulement pour la France, qui soit plus général, qui soit au minimum pour l'Europe, mais aussi un certain nombre des défis qui se posent pour le monde. Et donc, on a choisi, Olivier Blanchard et moi-même, parce qu'on a demandé évidemment à pouvoir choisir les membres de la commission et à travailler en indépendance par rapport au gouvernement. On a choisi ces membres, 24 membres
totalement internationaux. C'est-à-dire qu'en fait, sur les 24, il n'y en avait que 8 Français. Et encore, certains des Français travaillaient aux États-Unis. Et donc, on a écrit ce rapport. Les défis, on les a choisis avec le président de la République, quand même. C'est en accord avec lui. Donc, le climat, c'était totalement évident. Les défis, il y en a tellement, on ne sait pas très. On voulait des défis, évidemment, qui soient des défis sur le long terme. C'était la commande présidentielle. Après, il y en a quand même encore beaucoup d'autres. Donc on a choisi le climat, les inégalités, le vieillissement de la population. Si vous lisez le rapport, ça s'est un peu plus focalisé sur les retraites qu'on aura espéré au départ, parce qu'évidemment en France, la réforme des retraites, c'est toujours une question importante. Et donc c'est quelque chose que, bon, c'est déjà 3 sujets, ça fait déjà des rapports de 500 pages. Il y a une introduction de 100 pages qu'on a faite avec Olivier Blanchard qui est plus courte. Le rapport existe en français et en anglais, parce que justement l'idée c'était aussi d'avoir un rapport qui s'applique pas seulement à la France. Et je pense que ça fait partie de notre devoir d'économiste. C'est-à-dire qu'on aime bien, notre vie c'est de faire de la recherche, notre vie c'est d'enseigner, c'est d'être proche de nos étudiants, d'être en laboratoire. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où il faut aussi qu'on sorte de ce cadre. Et donc qu'on soit aussi utile, qu'on fasse passer un certain nombre d'idées au niveau de la société. Alors, en général, moi j'ai toujours travaillé avec des experts, mais depuis 2014, je me sens un peu plus un devoir aussi de communiquer aussi avec au-delà des experts, parce que si on veut avoir une démocratie qui fonctionne, il faut aussi que la population elle-même soit informée, partage ses connaissances. Et ça, c'est pas facile. Hein. Ce n'est pas toujours facile de savoir comment on travaille pour partager ses connaissances avec une population plus importante. Mais c'est clair qu'une démocratie ne peut pas fonctionner si vous avez juste quelques experts dans des ministères, dans des journalistes, peu importe, des chefs d'entreprise, quelques experts qui ont accès à l'information, puis les autres ne l'ont pas. Et donc c'est vraiment un défi. Voilà, donc la publicité pour le rapport. Donc, je ne vais pas choisir ces 3 thèmes, là on y serait jusqu'à demain matin. Je vais juste vous donner quelques exemples de choses. Je ne vais même pas passer toutes les slides parce que sinon ça va nous prendre. Je préférerais avoir un échange avec vous, ça me paraît beaucoup plus intéressant. Sur le réchauffement climatique, c'est évident pour vous, hein, il y a une urgence absolue. On est très en retard dans la réduction des émissions, dans l'adaptation, dans la recherche et développement vert, il y en a, mais elle n'est pas suffisante. Donc on est dans une situation, je vous le cache pas, extrêmement difficile. Ce n'est pas un cadeau que ma génération fait à la vôtre, et encore moins à la suivante. Mais voilà, c'est un fait et il faut arriver à progresser. Alors il y a quelques bonnes nouvelles, c'est qu'il y a des progrès dans les technologies. Le soleil et l'éolien sont beaucoup moins chers qu'ils ne l'étaient. On a descendu le long de la courbe d'apprentissage, je dirais les économistes. Donc c'est une bonne chose. Ils ont encore beaucoup d'inconvénients, en particulier le solaire, peut-être pas ici à Delhi, mais dans d'autres parties du monde où il y a beaucoup de solaire installé, est intermittent, et le soleil, et puis évidemment la nuit, ça pose problème. L'éolien, c'est pareil, l'éolien, ça ne souffle pas tout le temps. Il y a des questions de stockage de l'énergie, parce que ça coûte extrêmement cher aujourd'hui de stocker de l'énergie. On sait faire, mais c'est pas rentable du tout. Donc, il va falloir, il y a plusieurs technologies de stockage de l'énergie, mais on ne sait pas exactement laquelle va marcher. Et donc, il va falloir faire la recherche de haut niveau pour arriver à stocker cette énergie. Encore une fois, ce sont des énergies intermittentes, donc avec le problème que ça pose, et qui sont beaucoup plus efficaces dans certains domaines. Je vois par exemple l'éolien en Europe, c'est clair que l'éolien en Andalousie est beaucoup mieux que l'éolien en Allemagne. Et donc, ça n'a pas le même rendement du tout. Donc, mais ça pose des problèmes de transport d'électricité, sachant que les réseaux sont déjà saturés et que la croissance de l'électricité va être énorme dans les années qui viennent, parce que il faut comprendre ça, c'est que demain, on aura besoin de beaucoup plus d'électricité. Parce qu'on aura des voitures électriques, on aura des pompes à chaleur, heat pumps,
qui seront vraiment... Donc il va falloir développer le réseau de transport d'électricité, ce qui n'est pas toujours facile quand vous avez 27 pays dans l'Europe, c'est toujours un peu compliqué, parce que chaque réseau est encore national, donc avant qu'ils s'entendent, c'est un peu compliqué. Mais on voit par exemple les LED, ça c'est quelque chose, c'est une vieille technologie qui a un siècle, mais qui a été perfectionnée et est devenue possible seulement à la fin du XXe siècle. Et en fait, ceux qui ont inventé le LED ont eu le prix Nobel en même temps que moi. J'ai eu la chance de les rencontrer. Les véhicules électriques, il y a des progrès. Hein. On n'est pas encore, c'est pas encore optimal, mais on voit des choses. On voit les fermes verticales, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, qui vont économiser de l'eau, qui vont économiser de l'énergie. On voit des protéines alternatives, c'est vraiment important. Et donc cette urgence, en fait, oui. La bonne nouvelle, c'est aussi que l'urgence est perçue. Les Français, par exemple, pensent qu'effectivement, il faut vraiment agir et qu'on est en danger. Le réchauffement climatique, c'est nous qui le provoquons en grande partie, et donc il va falloir faire quelque chose. On a analysé les perceptions. Alors ça, c'est quelque chose que, mais à culpa, là, les économistes n'ont pas toujours fait. Les économistes ont trop tendance à dire voilà ce qu'il faut faire, et puis hop, vous imposez ça à la société. Mais ça peut créer des résistances énormes dans la société si les perceptions, en particulier si les perceptions ne sont pas les bonnes. Alors, vis-à-vis des perceptions, il y a des perceptions qui sont correctes, à savoir, il y a des perdants et il y a des gagnants. Quand vous faites n'importe quelle politique écologique, il y a des perdants et des gagnants. Et en plus, vous savez qu'on a eu les gilets jaunes avec les manifestations tous les samedis dans les grandes villes françaises, qui au début se battaient contre la taxe carbone. Donc la taxe carbone, c'est vous payez, à l'époque c'était environ 55 € la tonne, chaque fois que vous émettez une tonne de carbone. Donc il y a cette taxe carbone qui est une taxe qu'on appelle régressive. Dans le jargon d'économie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une taxe carbone, en proportion du revenu, ça va toucher plus les populations les plus pauvres. Alors, les populations les plus pauvres paieront moins de taxes carbone que les populations plus riches, parce que les populations plus riches émettent plus de carbone, mais en proportion de leurs revenus, elles vont payer plus de taxes carbone. Donc effectivement, ça pose problème, de même qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on voit très bien que le gaz, l'électricité et le pétrole sont en train de monter, et ça pose des problèmes pour les plus démunis. Il faut bien se rendre compte que la plupart des politiques écologiques, en fait, sont régressives, malheureusement. À savoir, qui possède une voiture électrique? C'est les gens les plus aisés en général. Qui peut mettre un panneau solaire sur son toit? C'est les propriétaires, donc des gens en moyenne plus aisés que les autres. Et donc, les politiques écologiques, ce sont souvent des politiques régressives. Donc il faut penser aussi à la compensation. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, au contraire. Mais il faut penser aussi à la compensation, parce que ça veut dire que les plus démunis vont souffrir quand on pratique ces politiques écologiques. Alors là où la population est souvent moins informée, c'est sur l'impact des différentes politiques. Donc la taxe carbone était très visible. Donc les gens voyaient très bien qu'ils allaient payer 55 € par tonne de carbone, mais et donc ça déclenchait des manifestations, alors qu'avant ils payaient des taxes carbone bis qui parfois étaient beaucoup plus chères et parfois beaucoup moins efficaces, économisaient beaucoup moins de carbone qu'une taxe carbone. Et c'est un peu le paradoxe. Donc, depuis 2005, en Europe, on a ce qu'on appelle un système de droit d'émission négociable. C'est-à-dire le droit d'émission négociable, vous dites, voilà combien on veut polluer dans les années qui viennent. Donc c'est ce qu'on appelle un budget carbone. Et on va émettre des droits d'émission négociables en fonction de ce budget. Autant que le budget qu'on va avoir, ça a été fait pour beaucoup d'autres polluants que le carbone.
Donc on a beaucoup d'expérience avec ça. Et ça veut dire que les entreprises, par exemple, c'est essentiellement les entreprises, si elles polluent, elles doivent acheter un droit d'émission négociable. Par contre, si elles ne polluent pas, elles peuvent vendre leur droit d'émission négociable. Et ces quotas, en fait, existent. C'est une autre façon de faire une taxe carbone, c'est pas différent. Mais elles sont payées par votre compagnie d'électricité, par la compagnie de ciment, par la compagnie d'aluminium, qui après vous donnera des biens. C'est pas payé directement par le consommateur. Donc c'est beaucoup plus... C'est la même chose qu'une taxe carbone, sauf que c'est beaucoup plus discret d'une certaine manière. Et ça existe depuis 2005. Et aujourd'hui, en Europe, c'est monté jusqu'à 100 € à la tonne. Bon, maintenant, ça a redescendu, mais disons que ça atteint des niveaux pas négligeables, au moins plus en conformité avec ce que ça devrait être. Alors après, il y a d'autres choses. Il y a aussi les subventions. Les subventions sont toujours très populaires. Évidemment, une subvention, c'est toujours une taxe, parce qu'il faudra bien payer cette subvention. Et donc, dans le cas des subventions au solaire et à l'éolien, en fait, elle est payée sur votre facture d'électricité, ça augmente le prix de l'électricité. Les gens ne le savent pas toujours, pourtant c'est marqué sur la facture, mais ils ne le savent pas toujours. Et donc ils disent une subvention c'est bien, mais évidemment, il y a quelqu'un qui paiera en fin de compte, et donc ça va être une taxe quelque part. Et certaines de ces politiques écologiques sont parfois beaucoup plus coûteuses qu'une taxe carbone. Pour le présenter de façon différente, quand vous payez, je ne sais pas, 100 €, 100 $, vous pouvez économiser une tonne de carbone. Si on faisait une taxe carbone de 100 $, vous pourriez en économiser 10 parfois. Et donc, il faut aussi avoir un impact et faire en sorte qu'on soit très efficace dans notre lutte contre le réchauffement climatique. Avec l'argent, déjà les gens sont réticents à dépenser de l'argent pour combattre le réchauffement climatique. Il faut que cet argent soit utilisé de la façon la plus efficace possible. On économise autant de tonnes de carbone qu'on peut. D'accord ? Voilà. Alors, l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas se leurrer, il va falloir payer pour combattre le réchauffement climatique. Moi, je suis toujours un petit peu nerveux quand les politiques parlent de croissance verte. Pour avoir le beurre, à Toulouse en tout cas, on dirait en France souvent, pour avoir le beurre et l'argent du beurre. D'accord ? Donc on pourrait finalement résoudre le problème climatique et puis ne dépenser rien, et même croître plus vite. On l'aurait déjà fait depuis 30 ans si c'était vrai. D'accord ? Donc il faut avoir le courage de dire, cette planète, ça vaut le coup de la sauver, et on est prêt à payer ce qu'il faut. Alors, ça, c'est vraiment important. Alors, les recommandations du rapport, c'est d'avoir un prix du carbone, 2 minutes. Un prix du carbone, comme ça j'ai pu montrer la caricature qu'on fait de moi dans les journaux. Voilà, donc le prix du carbone, c'est une façon de dire, voilà ce que vous coûtez à la société. Donc aujourd'hui, les économistes estiment qu'environ, ça devrait être autour de 90 € la tonne, à peu près, ou 90 $ la tonne, de carbone, pour responsabiliser les gens, que les gens, enfin, fassent des gros efforts. Donc là, on n'est pas trop loin en Europe sur certaines choses. La Suède a plus de 100 € depuis 1990, mais c'est la Suède. La Suède, ils sont beaucoup plus responsables socialement que beaucoup d'autres pays. Et donc, voilà. C'est un mécanisme simple, et c'est un mécanisme simple aussi. Ça encourage la recherche et le développement. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites de la R&D verte, il faut aussi la monétiser. Vous allez à votre banque, dire j'ai besoin d'argent pour faire de la recherche et développement. La banque va vous demander, mais quel argent allez-vous gagner dans 5 ans ou dans 10 ans? Pour quelqu'un qui fait de la R&D, c'est de vendre des licences sur les technologies vertes. C'est votre seule façon de gagner de l'argent, des licences sur les technologies vertes. Seulement, si le carbone ne vaut rien, qui va acheter vos licences? Si les gens peuvent polluer gratuitement, si les compagnies peuvent polluer gratuitement, personne ne va acheter les licences sur les technologies vertes. Et donc, le prix du carbone, ça permet, alors c'est pas le prix du carbone aujourd'hui, mais le prix du carbone à l'avenir, c'est ce qui permet aussi de monétiser les innovations vertes, ce qui est très important parce qu'on n'en a pas assez, je répète, on n'en a pas assez.
Enfin, il y a la simplicité. Si vous voulez vous comporter de façon socialement responsable, c'est très difficile. C'est très difficile de se comporter de façon socialement responsable. Vous achetez un bien. Quelle est la quantité de carbone qui a été émise le long de la chaîne de fabrication de ce bien? En transport, vous l'amenez chez vous. Vous n'avez aucune idée, enfin moi j'ai aucune idée en tout cas, combien je coûte à la société quand je commande un bien, quand j'achète une tomate. Donc ça pose un problème. Est-ce qu'une tomate fabriquée en Andalousie qui arrive par camion à Toulouse émet plus de carbone qu'une tomate qui a été produite sous serre à Toulouse? Je n'ai aucune idée. À Toulouse, il y a un très bon climat, on n'a pas besoin trop de serre, mais enfin, disons que pour d'autres villes, la question se pose. Et donc, ça pose des questions. Alors, on est targué d'être un économiste thaumaturge. Voilà, donc c'est un petit peu la... Alors, juste un dernier mot, parce qu'on va passer plutôt à l'échange avec vous, mais un dernier mot sur la R&D. On est en retard sur la R&D verte. Et donc, il va falloir... On fait des choses, hein, c'est pas le problème, mais il faudrait qu'on en fasse beaucoup plus. Il faudrait qu'on en fasse beaucoup plus pour plusieurs raisons. D'abord, le prix du carbone va monter, c'est une très bonne chose. Il faut un prix du carbone qui soit beaucoup plus élevé que maintenant. Dans beaucoup de pays du monde, il est à 5 $, 5 euros, 5 $ la tonne de carbone, ce qui est totalement insuffisant. Comme je vous dis, ça devrait être proche de 100 $ si on veut tenir nos objectifs. Donc dans beaucoup de pays du monde, le prix du carbone est beaucoup trop bas, ça ne donne pas assez d'incitation à économiser le carbone. Donc il va falloir faire autrement. Et ensuite, vis-à-vis des pays moins développés, je pense que c'est très, très important que le monde développé fasse des gros efforts de recherche et développement, les monétise dans le monde développé, c'est-à-dire fasse payer des licences dans le monde développé, mais par contre, pour les pays moins développés, que ces pays aient des licences gratuites qui leur permettent effectivement de s'industrialiser sans émettre de carbone. Et ça, c'est vraiment important. Ces pays, c'est un passage, je pense que ces pays devraient avoir un prix du carbone eux-mêmes. C'est pas une idée très populaire. Ce qu'on peut faire pour ces pays, c'est pas du tout de leur faire un prix du carbone égal à zéro, au contraire, c'est de leur faire des transferts à la fois financiers et en technologie. Mais les émissions vont devenir de plus en plus de Chine, d'Inde, de Brésil, de tous ces pays, de tous les pays qui se développent aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que si votre prix est très faible, ben on va continuer à polluer. Et la Terre, même si les États-Unis, par exemple, se comportaient mieux du point de vue carbone, même si nous, on se comportait mieux, on est quand même plus vertueux en Europe que les États-Unis, mais voilà, mais ça ne suffirait pas. Les émissions vont venir beaucoup des pays émergents. Et là, il faudra un prix du carbone aussi. Mais je pense qu'il est très important qu'on développe les technologies et qu'on les donne